Laure Darcos, on commence par regarder la une de la presse régionale. On a sélectionné 3 titres. D'abord la une de Var Matin, anti-rhume sur ordonnance, Actifed, Rinadvil de l'Hérumumex. Ces médicaments sont soumis à prescription médicale à compter d'aujourd'hui. La deuxième une, c'est celle du Courrier Picard et c'est l'industrie en souffrance. La carte régionale, mais comme dans beaucoup d'autres régions, la carte régionale des plans sociaux et des menaces de fermeture de sites industriels est de plus en plus remplie. Et puis la dernière une, c'est celle de Presse Océan, le narcotrafic. Et cette question, l'État va-t-il enfin réagir? L'exécution chez lui d'un jeune nazérien a marqué une nouvelle étape dans la violence des trafiquants. Alors comment faire face? Le Sénat réclame des moyens de lutte plus importants. Quelle une choisissez-vous? Le narcotrafic. Parce que alors ça peut peut-être donner des idées au président de la République et au gouvernement. J'ai suivi de loin, hein, je ne faisais pas partie en fait de la commission d'enquête, mais ce travail hein, vraiment de fond qui a été fait avec un sénateur socialiste du Rhin et un LR, Étienne Blanc, était remarquable. Et enfin, ça fait beaucoup parler. Je sais que chez vous, vous en avez énormément discuté. Et aujourd'hui, clé en main, je ne dis pas qu'on va du jour au lendemain résoudre ce problème, mais le gouvernement peut s'en saisir. C'est ce qu'a dit d'ailleurs Bruno Retailleau et Michel Barnier aussi en son temps. Donc je pense que c'est un sujet absolument majeur. Et moi qui ai fleuri mes registres dans mon département, je l'ai visité à plusieurs reprises. C'est effrayant de voir à quel point 2 prisons, ils continuent avec des portables. Alors d'ailleurs, le directeur me disait, on en supprime à peu près 1000 par semaine, hein, mais ils arrivent toujours à en trouver des nouveaux, dirigent en fait leur trafic directement des prisons de France. Donc c'est dramatique parce que ça fait beaucoup de morts et souvent des jeunes qui sont sacrifiés. Et puis surtout, c'est une engeance qu'on ne peut pas continuer à laisser proliférer chez nous. Donc je pense qu'en tout cas, ce projet, en fait, ce rapport est clé en main pour qu'on essaye de changer la donne. Et un texte qui devait être présenté hein, au Sénat en janvier. En janvier, donc tout va être bousculé. Fin janvier. Ouais, vous demandez du coup qu'il reste quand même dans les priorités. Alors, il y aura forcément des textes budgétaires, mais qu'il reste dans les toutes premières priorités du Parlement une fois qu'on aura un gouvernement. J'allais dire, pour moi, la priorité des priorités, c'est bien évidemment de trouver un budget. Parce que beaucoup de gens, on en reparlera, ont été victimes collatérales de ce budget avorté. Mais la priorité des priorités, si on devait fixer d'autres textes, ce sont les agriculteurs, qui vraiment ont une sorte de fatwa au-dessus de la tête. Souvenez-vous, la semaine qui suivait la dissolution en juin, on devait, nous, au Sénat, discuter du projet de loi d'orientation agricole. Pof, ça tombe. La semaine prochaine, on devait discuter la fameuse loi du plomb qui permettait vraiment quand même de simplifier les normes. Et on avait de nouveau le PLOA en janvier. Donc la priorité des priorités, une fois qu'on sera sorti des débats budgétaires, ça sera quand même de traiter les agriculteurs. Je pense que c'est la priorité, mais vraiment absolue. On va justement parler des sites de cette censure. Est-ce que vous pensez qu'Emmanuel Macron est en capacité de nommer un Premier ministre dans les prochaines heures qui ne sera pas censuré dans les prochains jours? Alors, je pense que le président, même dans cette période dramatique que nous vivons, devait être sûrement très heureux de la réunion d'hier. Pourquoi? Parce que finalement, c'est ce qu'il a toujours prôné. Un gouvernement d'union nationale, qu'on arrive à trouver un socle commun, qui aille en effet sur tout le spectre politique, hormis les extrêmes. Et je comprends ceux qui étaient présents autour de la table de dire on n'a pas parlé du fond. On a parlé d'une certaine manière de la méthode. Si j'ai bien compris, ils ont parlé avant tout plutôt outil législatif, 49.3 contre 49.2. Tout le monde n'est pas d'accord. J'ai vu qu'Édouard Philippe était quand même un peu inquiet qu'on puisse retirer, entre guillemets, qu'on prenne l'engagement de retirer cette arme quand même constitutionnelle de 49.3, parce que même si on se mettait d'accord sur des textes plus consensuels dans le premier semestre, on reviendrait de toute façon à la rentrée sur les textes budgétaires qui sont compliqués. Et trouver avec les deux extrêmes qui, eux, par contre, alors là, joueraient leur partition, être sûr que le budget pourrait être voté sans 49.3, ça serait compliqué. Donc, lui, en tant qu'ancien Premier ministre, je pense qu'il avait cette idée-là. Mais j'allais dire, il faut qu'on trouve des textes qui pourraient nous unir, mais ils n'ont absolument pas parlé des lignes rouges de chacun.
Moi, je sais que dans notre groupe, mais ça serait le cas dans la majorité sénatoriale, l'abrogation des retraites est absolument inenvisageable. Reparler des carrières longues, des personnes qui vraiment... Enfin, de la pénibilité. Moi, je regrette, par exemple, au moment du débat sur les retraites, qu'on ait peu parlé des retraites des femmes. J'avais beaucoup d'amendements à l'époque qu'on m'a demandé de retirer parce que sinon on n'arriverait pas au bout du texte. Tout ça, je pense qu'on peut le faire, mais l'abrogation pure et simple de ce texte des retraites et ramener les retraites à 60 ans, à 62 ans, c'est inévangile. Mais est-ce qu'il peut y avoir un accord où la gauche renonce à l'abrogation de la réforme des retraites et la droite et le socle commun renoncent à une loi immigration? Alors, j'allais dire, c'est le dur. Et je pense que c'est peut-être ça qu'ils auraient dû traiter aussi hier, parce que c'est pas une fois qu'ils auront, que le gouvernement aura été formé, qu'un Premier ministre aura été nommé dans quelques heures, et qu'ensuite on forme un gouvernement avec l'ensemble des représentants de cette union nationale, qui pourront se dire « Ah, mais au fait, on est d'accord, pas d'abrogation des retraites, donc pas de loi immigration ». Je pense que c'est un sujet qu'on doit traiter dans les prochaines heures, pour être sûr qu'en effet, on soit bien d'accord sur les points d'achoppement et ce qui peut nous rassembler. Est-ce que vous pourriez, vous, participer à un gouvernement, enfin vous, Horizon, c'est un Premier ministre de gauche? Ça ne me poserait pas de problème à partir du moment où c'est quelqu'un qui peut partager en effet certaines de nos valeurs. C'est ce que je vous ai dit sur certains sujets où nous, on est en effet contre les augmentations d'impôts, la taxation excessive des entreprises. On est un parti et un groupe ici, les indépendants, qui ont toujours favorisé la compétitivité et l'aide à l'entreprise et aux élus locaux. Donc, si, je vous dis, sur le fond, on peut travailler avec des socialistes ou des écologistes qui puissent partager une partie de ces convictions, pourquoi pas. Moi, à titre personnel, j'aurais été pour que ça soit quelqu'un comme Cazeneuve. Je pense que c'était l'heure de Cazeneuve. Si j'ai bien compris, les écologistes n'en veulent absolument pas pour la mort de... Ils lui reprochent la mort de Rémi Fraisse il y a quelques années. On a testé un Premier ministre plutôt de droite. Je pense que Cazeneuve aurait pu rassembler. J'ai toujours un petit pincement au cœur parce que je pense que Xavier Bertrand aurait été aussi une personne droite sociale qui a montré dans les Hauts-de-France qu'il pouvait travailler et s'attaquer, j'allais dire, aux problèmes de fond, en dehors de l'idéologie RN, sur ces personnes, ces classes, ces populations déclassées, oubliées, où il n'y a plus de services publics, où il n'y a plus de transport. Mais c'est Marine Le Pen qui avait fait barrage à Xavier Bertrand. Est-ce que là, vous dites à Emmanuel Macron, puisque vous dites ne plus tenir compte du RN, nommer Xavier Bertrand? Moi, j'adorerais, mais si en effet il est sous une menace de censure immédiate, ça me paraît compromis. Sauf si en effet la gauche prend l'engagement de ne pas le censurer. Mais ce sont des deux personnes qui sont peut-être pas dans le barycentre souhaité par le président. On parle bien sûr beaucoup de François Bayrou. J'ai travaillé à son cabinet entre 1995 et 1997. Ce serait la bonne personne, François Bayrou ? Écoutez, je pense, en tout cas, géographiquement, géopolitiquement, il est au centre. Je l'apprécie beaucoup. Simplement, d'abord, je sais que Nicolas Sarkozy se souviendrait tout le temps qu'il a appelé à voter Hollande, et moi aussi d'ailleurs, en 2012. Et ça, beaucoup ne lui pardonnent pas. Et puis, c'est quelqu'un qui a été quand même retiré des affaires... courantes, enfin, même s'il s'est tenu au courant de tout, des affaires en fait gouvernementales depuis très longtemps, depuis 1997. Je pense que la vie politique a changé depuis, et donc il faudrait à ce moment-là qu'il soit très bien entouré. À Notre-Dame, j'étais samedi soir, j'ai eu cet honneur d'être présent. Il était un grand sourire aux lèvres, et en effet, je pense qu'il n'a jamais été aussi près de pouvoir accéder à Matignon. Et 30 mois, comme l'a dit le président de la République, c'est très très long. Ouais, alors justement, sur les 30 mois, est-ce que vous seriez favorable pour qu'il y ait un accord, pas de 49.3, pas de censure? Est-ce que ça pourrait marcher? On a l'impression que chez Horizon, ça divise un peu cette question. Oui, je vous dis, le Premier ministre, enfin l'ex-Premier ministre Édouard Philippe trouve que c'est très dangereux de prendre cet engagement de ne pas avoir de 49.3 à cause surtout des textes budgétaires. Bien sûr, la censure, ça nous a tous traumatisés. Enfin, moi, en écoutant les discours, en plus, j'ai un esprit cartésien. Je me dis, mais comment est-ce qu'ils vont voter le même texte alors que dans chacun des discours, ils se conspuaient les uns les autres? Enfin, ça me paraissait complètement dingue.
Moi, je veux surtout que nos institutions remarchent parce que, d'abord, on montre un exemple épouvantable. Enfin, moi, je vois la jeune génération, j'en parle beaucoup avec mon fils, avec ses amis. Ils vont déjà qu'ils n'avaient plus beaucoup confiance en la politique, en leurs élus. Là, enfin, je veux dire, on est complètement à l'arrêt. Donc, il faut en effet que ça puisse fonctionner. Le problème, c'est que je pense que depuis le début, la faute originelle, c'est d'avoir fait cette dissolution. Je le dis vraiment très clairement. J'en veux beaucoup au président de la République de l'avoir fait à ce moment-là. Je pense qu'il n'était pas. Il aurait pu très bien garder d'ailleurs Elisabeth Borne jusqu'à l'été. Il y a eu cette magie des JO. Étendre la main au LR à la rentrée, ce qu'il n'avait pas fait au lendemain des législatives en 2022. Et il aurait une majorité absolue si les LR, à l'Assemblée, s'étaient unis à ce qui formait à ce moment-là sa majorité. Donc la stabilité, tout le monde l'appelle de ses voeux. On en a tous marre, en fait, de ne pas pouvoir travailler. Et les gens sont inquiets. Et beaucoup de victimes collatérales de ce budget qui est en suspens se retournent vers nous. Moi, maintenant, j'ai un petit peu honte et je baisse les yeux. Je vous dis, la semaine dernière, j'avais vraiment le moral en berne en me demandant, finalement, quel était mon rôle aujourd'hui. Et garder confiance et donner confiance aux gens me paraissait difficile. Et justement, on va parler des conséquences de tout ça sur les Français, puisque le Conseil des ministres démissionnaires se réunit aujourd'hui. Au menu, la loi spéciale qui doit être débattue au Parlement la semaine prochaine. Alors, que contient cette loi? On voit ça avec Steve Jourdain. Bonjour Steve. Bonjour Yann, bonjour Madame la Sénatrice. Bonjour. Et Steve, on cherche toujours un nouveau Premier ministre, mais la loi spéciale, elle est prête, elle est présentée aujourd'hui en Conseil des ministres. Oui, 3 articles au total. Le premier vient autoriser la perception des impôts après le 1er janvier. Les deux autres permettent à l'agence France Trésor de continuer à lever de la dette sur les marchés et donnent la possibilité aux caisses sociales de relever leur plafond d'endettement. L'idée est de faire en sorte que la Sécu continue à fonctionner normalement. Politiquement, cette loi spéciale peut être présentée au Conseil des ministres par un gouvernement démissionnaire. Ça sera le cas aujourd'hui. Elle pourrait même être défendue au Parlement par ce même gouvernement. Elle sera en tout cas discutée lundi à l'Assemblée nationale, mercredi prochain au Sénat. L'idée est qu'elle soit votée, adoptée avant les fêtes de fin d'année. Alors, la question que se posent les Français, est-ce que ce texte va permettre de relever le barème de l'impôt sur le revenu et ainsi empêcher les augmentations d'impôts? Oui, en tout cas, selon le président de la Commission des finances de l'Assemblée nationale, Éric Coquerel a même annoncé qu'il déposera un amendement sur le texte en ce sens, mais le ministre du Budget, Laurent Saint-Martin, estime lui que cette démarche n'est pas constitutionnelle. Regardez ce qu'il nous dit. Si on a des règles dans notre pays, c'est pour les respecter. Il y a des amendements qui ont déjà été déposés en 1979. C'est inconstitutionnel. Ça l'était à l'époque, ça l'est toujours aujourd'hui. Donc, ça n'est pas possible. C'est ce qu'il a déclaré lundi sur TF1. Qui a raison, qui a tort? Tous les deux ou aucun des deux. L'enjeu est de taille, Oriane, puisqu'on rappelle que sans cette indexation, près de 400 000 ménages non imposables vont le devenir et que 18 millions de Français vont devoir payer plus d'impôts l'année prochaine. Pierre Moscovici, le président de la Cour des comptes, va dans le sens du gouvernement. Pour lui, la loi spéciale n'est pas faite pour modifier le barème de l'impôt. Selon le Conseil d'État qui a publié son avis hier, même chose, impossible d'introduire un tel amendement sur un tel texte, mais les constitutionnalistes à qui on a posé la question nous disent qu'il n'y a aucune jurisprudence véritable en la matière, qu'il est donc difficile de prévoir ce que ferait le Conseil constitutionnel s'il était confronté à une telle situation. En bref, Oriane, personne ne sait vraiment. Ces dernières heures, les présidents de groupe à l'Assemblée nationale ont quand même annoncé qu'ils ne déféreraient pas le projet de loi au Conseil constitutionnel. C'est un moyen de régler la question avant qu'elle ne se pose vraiment. Madame la sénatrice, c'est peut-être aussi un moyen de contourner le Conseil constitutionnel, on peut dire ça comme ça. Je suis un peu surprise. Je n'ai pas le droit de dire qui m'en a parlé, mais un membre du Conseil constitutionnel m'a dit pas plus tard qu'hier qu'en effet, il pensait peut-être plancher entre Noël et Nouvel An sur le sujet. Ce contournement est assez... Donc il va pouvoir partir en vacances. La seule chose, c'est que oui, ce qui me choque,
choc, c'est que je pense qu'on peut remettre dans cette loi spéciale bien sûr cette autorisation de lever l'impôt, mais par contre pouvoir donner la possibilité à ce qu'on augmente le nombre de personnes qui pourraient en fait payer cet impôt me paraît en effet quand même, alors même j'allais dire pas tellement démocratique. Enfin, je veux dire, on n'a pas voté de loi de finances à ce sujet. Et donc, je pense que laisser en état pour pouvoir que les choses soient quand même, qu'on puisse lever ces impôts et pouvoir lever ces recettes avant la fin de l'année, c'est obligatoire. Mais de changer en effet ce barème, me paraît être complètement incongru à partir du moment où le Parlement ne l'a pas décidé. Donc c'est-à-dire qu'on va pouvoir peut-être, on n'en est pas là, voter une loi qui ne serait pas constitutionnelle. Oui. Voilà. Oui, c'est ça. Donc en fait, les parlementaires vont voter une loi qui ne serait éventuellement pas constitutionnelle. On ne saura jamais parce que c'est encore avec, j'allais dire, des points de question. Ce que je vous dis, je pense que le Conseil constitutionnel reviendrait peut-être auprès à ce moment-là du gouvernement, mais en tout cas, ça me paraît en tout cas très très compliqué. Et donc du coup, avec ceinture et bretelles, on ne s'amuserait pas à faire une loi qui puisse en tout cas être anticonstitutionnelle. En tout cas, pas au Sénat. Cette loi spéciale, vous allez la voter sans réserve ? Bien sûr. Sans réserve. Bah écoutez, je n'ai pas en tout cas eu vent qu'on puisse y mettre des amendements. Je pense que je laisse M. Husson et M. Reynal à la commission des finances faire leur travail. Je pense qu'au Sénat, la sagesse sénatoriale sur tous les bancs fera que, en effet, on va la voter tous vraiment dès demain, parce qu'il faut maintenant aller au plus vite pour qu'on soit en tout cas dans les clous. Mais ça veut dire la fin de l'année. Aussi que là, on touche un peu du doigt le fait que cette censure, elle va avoir des conséquences concrètes sur le quotidien des Français. Mais bien sûr. Des choses qui avaient été proposées chez nous. Je pense bien évidemment à la baisse de l'effort demandé aux collectivités qu'on nous avait gardé, entre guillemets, parce qu'on est la Chambre des territoires. On avait, comme vous savez, baissé de 5 milliards à 2 milliards cet effort aux collectivités. Les collectivités, aujourd'hui, ne savent pas exactement ce qui va se passer. Donc, je pense que pour beaucoup, certains vont reculer le vote de leur budget au printemps. On parlait des agriculteurs, c'est pareil. Les entreprises ne savent pas non plus à quelle sauce va être mangée. Je pense qu'il y a une inquiétude dans le pays qui est énorme. On parlait de choses concrètes comme l'amendement de Philippe Tabarot sur le fait que des entreprises pourraient rembourser jusqu'à 75% les types de transport. Donc, qui tombent du coup ça tombe, et c'est vrai que le pass Navigo en Ile-de-France était important. Non, ça a beaucoup d'impact. Voilà. Alors, à titre personnel, je défends comme toujours beaucoup les budgets de la recherche ou de la culture. Je sais que chacun doit faire des efforts, mais il y avait là, par contre, vraiment des coupes drastiques dans le budget. Donc vous êtes satisfaite? Alors, je ne veux pas me satisfaire de la situation dramatique dans laquelle nous sommes, cher ami, mais il y a des points positifs. Il y a des choses, mais c'est vrai que certains me l'ont susurré en disant si ça doit rester en l'état du budget 2024, mais je pense que par rapport aux autres pays européens, on est dans une situation extrêmement dramatique où notre dette est en train de creuser. On va bientôt trouver du pétrole. Enfin, c'est terrible, c'est terrible. Donc, je pense qu'on ne peut pas se satisfaire de ça. Et je sais qu'au Sénat, du coup, peut-être que dans la plupart des groupes, on commence à faire déjà, entre guillemets, cette union nationale, parce que je pense qu'on a vraiment des gens intelligents et peut-être plus constructifs de part et d'autre. On s'attellera à faire des choses. Qui durera jusqu'à l'éventuel vote sur un budget 2025. Alors, on n'a pas évidemment de visibilité. Vous pensez qu'il sera examiné quand, ce budget 2025, s'il est examiné un jour? Et est-ce que vous pensez que cette union nationale au Sénat et au Parlement va tenir jusque-là? Alors, à l'Assemblée nationale, j'en doute. J'en doute, parce qu'à partir du moment où les deux extrêmes ont été mis de côté dans les pourparlers actuels présidentiels, je pense qu'ils vont encore plus armer
leurs amendements, leurs politiques, leurs points d'achoppement. Au Sénat, oui, je pense qu'on reviendrait avec certains amendements qui nous tiennent à cœur, mais en effet, on essaierait d'aller au... Mais peut-être avec plus de concertation de la part de la Commission des Finances vis-à-vis des autres commissions, ça serait pas mal aussi, parce qu'ils font beaucoup leur sujet. Oui, mais je le dis souvent, c'est que eux-mêmes ne sont pas spécialistes en tout. S'ils venaient raisonnablement nous voir en disant, écoutez, voilà, on va devoir faire des économies, raisonnablement, quel est dans votre domaine ce qu'on pourrait peut-être couper, qui n'aurait pas trop d'impact, etc. J'ai toujours pensé que ça serait préférable parce qu'on le découvre souvent dans l'hémicycle. Et pour votre question, je ne vois pas dans une boule de cristal, mais j'imagine que le plus tôt sera le mieux. Donc on parlait des agriculteurs tout à l'heure comme, à mon avis, texte le plus urgent du premier trimestre, mais avant tout le budget. Et je ne vois pas comment est-ce que on n'aurait pas, on parle de la semaine du 18 janvier, enfin pas du 18 janvier, du mois de janvier, enfin à la reprise. J'espère que ça sera le cas. On va continuer à parler du budget. Le temps de remercier Steve. À tout à l'heure. Remerciez-moi. Oui. Je vous donnerai le nom du Premier ministre. Je donne le nom du Premier ministre. On les différentes lignes rouges des différents partis autour d'un éventuel pacte de non-agression. Voilà. Ce sera à suivre. On continue à parler du budget. C'est l'actualité dans votre département de l'Essonne. On va à Évry, où on retrouve Teddy Vory, le rédacteur en chef du Républicain de l'Essonne. Bonjour Teddy. Merci beaucoup d'être avec nous. On va parler avec vous du budget de l'Éducation nationale. Oui, bonjour Oriane, bonjour Laure Darcos. Effectivement, vous étiez intervenu il y a quelques jours au Sénat sur la défense des crédits ministériels de l'enseignement scolaire dans le projet de loi de finances. Bon, aujourd'hui, c'est l'expectative sur ce projet de loi de finances, mais malgré tout, les possibles diminutions de crédits avaient créé inquiétude et émoi jusque dans le département. Votre message au gouvernement et surtout peut-être au futur gouvernement, c'est que dans le contexte de démographie scolaire nationale en baisse, mais alors on parle également de baisse, de diminution de la qualité de la transmission des savoirs en mathématiques, en français, c'est qu'il ne faut pas sombrer dans la facilité et il ne faut pas diminuer les crédits de l'éducation nationale. Ça ne doit pas être une variable d'ajustement, au contraire, il faut sanctuariser et maintenir les moyens. Merci Teddy. Vous m'enlevez les mots de la bouche, c'est exactement ça. Et on était très fiers parce qu'on n'a pas voté beaucoup de missions budgétaires, on n'a pas eu le temps de finir, mais en tout cas, la mission enseignement scolaire nous avait fait en effet baisser le nombre de suppressions de postes qui avait été au départ préconisé par le ministère, par le gouvernement. Et de 4000 suppressions de postes, on était descendu à 2000. Et bien sûr, ça avait été voté à l'unanimité dans notre hémicycle. Et donc, on pensait bien, en effet, pouvoir lancer un appel vibrant au ministère et au gouvernement. Vous avez tout à fait raison, Teddy. La tentation avec cette baisse démographique qui, pour l'instant, est dans le premier degré et va forcément, en effet, dans les années à venir, progresser vers le collège et le lycée, la facilité voudrait qu'on dise, voilà, on va en supprimer un nombre de postes. Pas du tout. Il faut pouvoir avoir encore autant de professeurs pour diminuer le nombre d'effectifs par classe. On sait que quand même le dédoublement des CP, CE1 ont eu un impact parce que bien évidemment pour les professeurs mais aussi pour les élèves, c'est beaucoup plus facile d'apprendre en petits effectifs. Et donc, il faudrait automatiquement, au contraire, continuer à avoir autant de professeurs pour que nos élèves puissent apprendre dans les meilleures conditions. J'avais d'ailleurs aussi, Teddy, vous le savez, alerté le gouvernement sur la baisse de médecins scolaires. Et en Essonne, c'était très criant. J'ai plus les chiffres en tête, mais c'était abyssal. Au moment où on parle de la santé mentale comme grande cause nationale, et moi je pense surtout à la santé mentale de nos jeunes, la baisse de médecins scolaires dans les établissements est une crainte, mais vraiment très 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 criante, puisque ce sont les premiers qui peuvent en fait alerter sur le mal-être des jeunes quand ils viennent les voir en fait dans leurs établissements, des jeunes qui n'osent pas forcément en parler avec leurs parents. Donc non, l'éducation nationale doit être sanctuarisée.
Je sais que certains ministres ont été contraints certaines fois de devoir baisser les effectifs contre leur gré d'une certaine manière. Je crois qu'aujourd'hui, ça fait partie des domaines régaliens qui doivent absolument continuer à exister avec des professeurs et qu'on revalorise leur métier. Teddy, une question rapide ? Oui, dans la même ligne, Lord Arcos, vous plaidiez également pour protéger les classes et les postes d'enseignants en zone rurale et périurbaine. Là aussi, la solution, elle n'est pas dans les tableaux Excel, il faut gérer ça autrement. Exactement, et il faut pouvoir peut-être être plus inventif, notamment avec les regroupements pédagogiques dans les toutes petites communes. Mais pour ça, il faut aussi avoir des transports scolaires qui marchent, ce qui n'est pas toujours évident. J'ai souvent alerté la présidente de région sur ce sujet. Mais bien évidemment, on nous avait fait une petite entourloupe à l'époque de Blanquer, où on nous avait dit qu'on ne fermerait pas une école rurale sans l'autorisation du maire. Par contre, les classes, c'était plus compliqué. Et donc, on se bat aux côtés de nos maires ruraux et suburbains pour que, bien évidemment, leurs classes ne soient pas supprimées. J'y arrive certaines rentrées, pas d'autres. Et à chaque fois, c'est un échec que je partage avec les parents et les maires, parce qu'on sait très bien qu'une école, une classe en moins, c'est aussi à long terme une école en moins, et donc c'est la mort d'un village. Juste une chose, ce qui est aberrant, c'est que pour fermer une classe, il suffit d'être à 2-3 élèves en moins pour fermer une classe. Pour la rouvrir, j'ai jamais compris pourquoi le barème était aussi décalé, aussi différent. Il faut au moins 12 élèves pour recréer une classe. Donc le gap est tellement fort. Je me suis battue contre ça au sein de l'Éducation nationale, mais ça n'a pas marché. Je dois dire que c'est aberrant. Vous continuez le combat, on n'en doute pas. Merci beaucoup Teddy Vaury. La une du Républicain de l'Essonne à apparaître demain, ce sera sur le retour des haies pour la biodiversité. Je dois dire quand même que le Républicain de l'Essonne, comme d'autres journaux départementaux, sont formidables parce que ça nous permet quand même d'avoir quelqu'un qui vraiment est à l'écoute de tous les habitants de notre département. Donc vive le Républicain de l'Essonne. Voilà, le message est passé. Vive Teddy. Merci Teddy. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci Lord Arcos.